surtout ne faites pas de bruit. Bébé s'est endormi. Je l'emmène chez Constance pour le rituel du bain sensoriel. Comment ça? Vous connaissez pas Constance? Eh bien, c'est l'occasion de la découvrir. En avant, pour aller en profondeur avec le capitaine Jonas et avec le bébé. Bonjour Constance. Bonjour, capitaine Jonas. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette émission en profondeur avec le capitaine Jonas. Je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission parce que je voulais commencer avec ce que vous proposez, à savoir la douceur. Je voulais commencer par l'accueil de ce qu'il y a de fragile dans notre monde pour qu'on puisse y donner de l'importance. Et c'est ce que vous avez décidé de faire en lançant votre activité, la bienveillance de Constance. C'est ça. Et vous allez pouvoir nous en parler. Mais avant de pouvoir parler de ce que vous faites, j'aimerais d'abord qu'on puisse entrer dans cette émission par une intention. Alors je vais vous laisser un instant pour réfléchir. Bien sûr, l'intention, ça peut être par exemple, je voudrais faire connaître ce que je fais, mais une intention juste pour le temps de l'émission. Pendant le temps de cette émission, qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Voilà, moi je vais vous dire, mon intention elle est toute simple, c'est évidemment d'aller en profondeur. Et quand je dis aller en profondeur, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire donner du sens. Dans ma vie, j'ai fait plusieurs métiers et je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient très bons techniquement dans ce qu'ils faisaient, mais au bout d'un certain temps, ils pouvaient se lasser ou s'agiter ou s'énerver parce que finalement ils ne donnaient pas un sens profond à ce qu'ils faisaient. Donc moi, quand j'invite des gens, je souhaite pouvoir aller en profondeur pour donner vraiment quelque chose qu'on ne donne pas forcément habituellement, parce qu'on va plutôt être dans le faire, dans l'agir, dans la technique, et bien sûr qu'il nous faut être des bons techniciens, parce que sinon on ferait des choses à moitié foutues, mais aussi aller en profondeur, c'est se dire, si je le fais parce que je sais pourquoi je suis là, et je sais que ça a de la valeur. À quoi vous pensez en commençant cette émission? J'aimerais qu'à travers cette émission, du coup, qu'elle puisse déjà donner confiance aux personnes qui vont pouvoir m'écouter, m'entendre, aux parents, et aussi qu'en même temps, elle puisse un peu me redonner confiance en moi, confiance en mon projet, et que je fais bien de le porter, et que en effet, il faut que j'aille au bout avec. Et Tout à fait. Il y a plein de belles choses à accomplir avec ce projet. Eh bien, moi, je suis convaincu que votre projet est très beau et c'est pour ça que je l'ai sélectionné dans ce que j'ai pu voir. Donc, ceux qui me suivent savent que voilà, je me suis lancé notamment sur Instagram. J'ai aussi une chaîne YouTube. Et sur Instagram, j'ai découvert les petits projets qu'il y a autour de moi, dans ma ville. Et je suis tombé sur votre projet. Donc, on va pouvoir en parler dans un instant. Mais avant ça, j'ai préparé des petites cartes. Pour mettre un petit peu de beauté dans la vie. Donc ces petites cartes, ce sont tout simplement des images, des dessins, des représentations qui m'ont un peu tapé dans l'œil ces derniers mois, que j'ai trouvé très jolies. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous en donner 5. Et vous allez devoir simplement sélectionner celle qui vous plaît le plus. Okay. D'accord? Celle où vraiment vous dites, celle-là, elle me plaît, elle me parle. Et après, vous nous direz pourquoi, en particulier, celle-là vous plaît. Elle, j'aime bien. Enfin, il y a le coucher de soleil et c'est un moment qui amène souvent la réflexion, et en même temps, il y a la beauté de la nature. Et donc, avec cette femme, voilà, on voit vraiment qui réfléchit, et on peut s'imaginer qui repense, qui donne un sens à ce qu'elle. Enfin, on sent vraiment une réelle réflexion profonde. Là, moi, je sais que les arbres, tout ce qui est forêt et tout, ça me fait du bien. J'aime bien me retrouver dans ces lieux-là. Je trouve ça ressourçant. Et donc là, c'est vrai que c'est cette femme qui se trouve au milieu de l'arbre. C'est en même temps particulier. En même temps, on imagine le pouvoir que ça peut lui donner, la force que ça évoque. Alors, laquelle choisissez-vous? Je dirais que c'est elle qui m'a parlé en premier. Donc, peut-être plus elle. D'accord. Alors, prenez-la. Les autres, je vais les enlever. Voilà, elles vous plaisent aussi, mais le but, c'est dans chaque chose de la vie, il faut savoir renoncer à quelque chose. Donc regardez cette image-là.
Et dites-moi une phrase, par exemple, qui pourrait commencer par quand je vois cette image, je, et ça pourrait être par exemple je ressens ou j'imagine. À vous de continuer la phrase. Et ben, quand je vois cette image, je ressens vraiment cette réflexion que j'ai en ce moment avec voilà, ce projet qui débute, qui commence, et où c'est pas toujours simple de savoir où on va, et du coup que ça mène énormément de réflexion et d'introspection sur soi. Très bien. Donc on va garder cette image-là comme point de départ. Mhm. Et je vais vous demander, voilà, vous vous lancez dans un projet et dans le monde, j'aimerais on aimerait mettre des belles choses. Et voilà, votre projet c'est quelque chose de très beau. Et quand vous regardez les choses les plus belles qui se font dans le monde, dites-moi une chose, les choses que vous trouvez les plus formidables, les plus enthousiasmantes, les plus belles quand vous voyez des gens qui se sont donné du mal pour faire ceci ou cela, ce serait quoi par exemple que vous trouvez beau? J'en ai deux qui me viendraient en tête. Bah, la première, c'est vraiment ce côté entraide où les humains parfois sont vraiment capables de se retrouver autour de quelque chose, de se tendre la main, de pouvoir s'entraider à certains moments de difficulté. Donc ça, je dirais que c'est vraiment une chose que je trouve magnifique. Et, euh, et en même temps, l'amour aussi, de voir des personnes finalement voilà, cheminer ensemble et de les voir voilà, affronter les obstacles ensemble. Et pour autant qu'il y aura des hauts et des bas et pourtant continuer voilà, cette force de vivre qu'il peut y avoir dans l'amour en fait. Et toute cette, enfin, tout ce que l'amour peut apporter à une personne. Enfin, je trouve ça magnifique. Eh bien, merci de nous dire cela et je vois que on va aller un peu dans le détail de votre projet. Donc tout simplement, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire deux, trois mots sur votre parcours et ensuite nous dire qu'est-ce que c'est que votre projet? Alors du coup, bah, moi c'est Constance. J'ai toujours su que je voulais travailler auprès d'enfants et que je voulais travailler dans l'accompagnement, dans l'aide aux personnes en difficulté. Et j'ai, au fur et à mesure voilà, de mon avancement, je me suis rendu compte que j'ai découvert vraiment la parentalité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour qu'un enfant aille bien, il faut que les parents aillent bien. Et en fait, il n'y a rien de plus beau, je trouve, de prendre soin du parent pour qu'il puisse lui-même après prendre soin en retour de son enfant. Et, euh, et du coup, bah, j'ai décidé de me lancer dans l'accompagnement périnatal. Et donc, en particulier sur l'accueil de son enfant, du nouveau-né. Et donc, pour le moment, je propose donc un rituel du bain sensoriel. Donc, c'est un rituel de 2 heures qui permet donc aux couples ou aux parents seuls de venir vivre un moment vraiment de connexion, un moment privilégié avec son enfant. Donc on va venir apprendre aux parents à mailloter son enfant. On va venir faire un bain enveloppé où le parent va vraiment être acteur. C'était vraiment très important pour moi que ce soit pas le professionnel qui fasse, les parents qui soient spectateurs. L'objectif c'est vraiment qu'ils repartent avec des outils chez eux, donc qu'ils puissent tout reproduire. Il y a aussi un temps d'échange qui me tient vraiment à cœur où voilà, vraiment avec le parent on va pouvoir repartir donc, du désir de l'enfant jusqu'à maintenant et pouvoir vraiment tout balayer, pouvoir mettre des mots sur leurs mots aussi. Et enfin on termine sur un instant massage où voilà, de nouveau je leur apprends à masser leur bébé, qu'ils puissent après réutiliser ça chez eux et voilà, faire du bien à tout ce petit cocon familial qui vient de se créer, qui vient de naître. Comment est-ce que vous avez connu ce rituel du bain sensoriel? C'est une amie qui m'a fait découvrir ce rituel-là. J'avais donc depuis un moment cette réflexion autour de l'accompagnement périnatal et voilà, je cherchais un peu sous quelle, fin, comment je voulais, sous quelle forme en fait je voulais pouvoir accompagner les personnes. Et donc elle a découvert cette formation-là, elle l'a faite, elle m'en a parlé et c'est vrai que je me suis dit mais en fait ça, ce serait un très bon outil pour commencer, pour permettre aux parents voilà, de semer une petite graine aussi pour ces personnes-là. Et donc j'ai fait cette formation, elle m'a vraiment parlé. Et le fait vraiment que ce soit les parents qui soient acteurs et que nous, on soit vraiment là en tant que guide, c'est là où je me suis dit, c'est une formation vraiment qui me plaît. Et je vois que voilà, vous avez vraiment voulu avancer sur cette question de l'aide à la parentalité. Dans votre parcours de formation, dans ce que vous avez pu faire avant, qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'aller un peu plus loin sur la question de la parentalité? Donc moi j'ai une formation éducatrice spécialisée. J'ai d'abord pensé que c'était vraiment la formation qui me permettrait d'accompagner les personnes comme je le voulais, en particulier les parents, les nouveau-nés.
finalement, voilà, le travail en institution, je me rendais compte que ça collait pas complètement à mes valeurs, qu'il manquait quelque chose pour moi et que je pouvais pas réellement réaliser ce que j'avais envie de réaliser selon moi, que forcément, voilà, l'institution, ça, il y a des manques de budget, on a des bâtons dans les roues et que en Ouais. fait, me lancer à mon propre compte me permet vraiment d'accompagner comme moi je le vois, selon mes valeurs et vraiment quelque chose qui me correspond à fond et qui, j'espère, correspondra vraiment à chaque personne Hmm. Ouais, qui me je sollicitera. me sens tout à fait rejoint par ce que vous dites, parce que moi aussi, dans mon expérience professionnelle, on voit des choses qui sont très bien faites, voilà, des institutions qui existent depuis longtemps, qui savent ce qu'elles font, qui le font depuis longtemps, donc on voit des gens d'expérience, etc. Mais nécessairement, il y a un cadre. Et ce Oui. cadre, il peut avoir des avantages, par exemple de sécurité, voilà, de professionnalisme, mais il a des désavantages également que vous avez pu pointer et qui font que on va être rigide sur tel point, administratif, au budget, Ou le temps aussi le qu'on consacre aux temps. personnes. Donc il faut être efficace. Mm. Et vous avez voulu. C'est ça qui m'a touché aussi, c'est que votre rituel, voilà, c'est pas 30 minutes avec le bébé, quoi. C'est 2 heures. Et puis c'est environ 2 heures. Si ça déborde un peu, ça débordera. Et puis si c'est plus court, parce que en fait on va vraiment au rythme de bébé. Donc si jamais bébé, il nous montre que le bain lui correspond pas ou qu'il aime pas, ou qu'au contraire après le bain il est fatigué et que le massage Oui, c'est ça bon, passera ça pas. suffit. Et moi je peux montrer aux parents sur Poupon comment on fait le massage et on laisse bébé tranquille. Et c'est aussi si le bébé a besoin de prendre un biberon en plein milieu du rituel et que du coup forcément ça prend du temps, on prend le temps qu'il faut et donc voilà, donc c'est environ 2 heures, mais en même temps, je ne me mets pas de limite de temps. Le but, c'est de pouvoir montrer tous ces outils-là aux parents, pouvoir prendre tout ce temps-là, et après, on fait avec ce que chacun nous donne et ce que chacun est prêt à recevoir à ce moment-là aussi. Donc, Quand une femme met au monde un enfant, elle peut ressentir énormément de joie, bien évidemment, mais aussi beaucoup de fragilité. Et c'est là où on a besoin de trouver un environnement qui permet d'être accompagné, d'être soutenu. Qu'est-ce qui votre projet est vraiment dans cette dynamique-là de donner confiance aux mamans. Et je trouve ça très chouette de pouvoir vraiment voilà, avoir ces petites choses. Alors, ma femme, apparemment, elle fait du massage bébé. Elle accompagne aussi les mamans sur le chemin de la grossesse. Et, et je trouve que on a besoin de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on découvre combien notre pays, par exemple, est en baisse de natalité. Et c'est pas une question, aujourd'hui, voilà, la France est quand même un pays riche, donc c'est pas une question d'abord de matériel, de confort, d'argent, mais c'est d'abord une question de confiance. Et vous le disiez en commençant l'émission, voilà, comment on va faire pour gagner en confiance. Forcément, quand un petit bébé arrive, il va y avoir des défis immenses pour l'accompagner parce que on ne sait pas comment il va réagir, comment... Donc c'est vraiment un beau projet que de pouvoir accompagner la maternité. Mais je rajouterais juste que c'est au-delà de la maman, il y a aussi le coparent où vraiment moi j'ai à cœur de aussi de laisser vraiment une place à ce coparent, ne serait-ce que dans le temps d'échange pour que lui aussi il raconte son vécu, parce qu'on peut mettre beaucoup la femme en lumière pendant la grossesse, comment ça se passe, comment tu vis. Mais il ne faut pas oublier que parfois il y a le coparent qui est là et qui va aussi vivre lui-même tout ça, et puis parfois de voir aussi sa femme ou en tout cas sa compagne parfois souffrir, parfois ne pas être bien, l'avoir changé. Et donc j'ai aussi vraiment à cœur même que le coparent il puisse aussi parfois trouver sa place. Parfois c'est pas évident lorsque parfois la femme aussi allait. On a l'impression, donc parfois le coparent peut se sentir inutile, avoir l'impression que je ne sers à rien, de toute façon mon bébé il veut pas de moi, il veut que de la maman. Et en fait c'est leur montrer où va être leur place, là où ils vont être utiles et là où ils pourront aussi vivre leur parentalité à leur façon aussi. Une place différente mais qui sera tout aussi importante. Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut accompagner aussi tous ceux qui encadrent les enfants. On a parlé des belles choses, mais si on regarde du point de vue négatif, qu'est-ce qui est le plus triste dans le monde, selon vous? Et il y a plein de choses tristes qui se passent dans le monde aussi, même si je me force souvent de voir les belles choses. Je suis quelqu'un qui m'émerveille facilement de ce qui m'entoure, mais Vous, qu'est-ce qui vous... Voilà, si voilà, vous regardez l'actualité, on est plus ou moins sensible à certaines choses. Voilà. Mais forcément c'est tout ce qui va toucher à l'enfant, moi qui c'est ça. ma sensibilité elle se tourne beaucoup vers ça, mais ça va être en fait de voir aussi toutes le manque de chance que peuvent avoir certains enfants, dans le sens où la perte de chance, dans le sens où en fonction de là où ils vont naître et de l'environnement qu'on va
enfin, qu'on va leur apporter, finalement tout ce que ça va jouer pour eux. Et c'est là où, enfin, moi j'ai à cœur que chaque enfant puisse avoir un environnement sain, un environnement qui leur permette de grandir et enfin, d'être qui ils sont, et sans jugement, enfin, de grandir. Enfin, ce serait utopique, mais en même temps, enfin, que chaque enfant puisse avoir toutes les mêmes chances dès le départ et naître dans de l'amour, enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez entendu parler de projets ici, en France ou ailleurs dans le monde, que vous trouvez justement enthousiasmants pour les enfants? Des projets concrets, vous dites tiens, ça j'en ai entendu parler, je trouve ça inspirant. Bah, après, je dirais dans les pays du Nord, quand on voit comment les enfants ont une vraie place dans la société, comment les parents sont accompagnés, qu'on leur laisse rien que le congé parental, maternité, comment eux c'est vu là-bas, ça donne envie. On se dit, parfois il faudrait prendre exemple sur ces pays-là qui ont un peu mieux compris, je pense, que nous, l'importance que c'est d'accompagner les parents et les enfants, et ça fera enfin, c'est les adultes de demain, donc c'est là aussi où il y a toute une importance à donner vraiment une place à l'enfant. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour qu'on puisse apprendre à mieux vous connaître, quelles sont les personnes que vous admirez le plus? Alors je vais vous demander d'essayer de trouver une personne. Ça peut être n'importe qui, ça peut être une personne que vous seul connaissez ou une personne que tout le monde connaît, mais une personne déjà décédée, donc de l'histoire, ça peut être histoire récente ou histoire ancienne, un personnage qu'on peut connaître, et une personne toujours vivante. Qui pourriez-vous me donner comme exemple? En vivante, je dirais, ce serait une amie à moi, Oui. que je trouve qui m'a toujours inspirée. Est-ce que vous pouvez donner son prénom? Oui, elle s'appelle Kitri. D'accord. Et donc si Kitri passe par là. C'est une amie qui m'a toujours inspirée dans sa façon de prendre à bras le corps vraiment le monde, vivre sa vie, et de ne pas hésiter, et pour autant toujours réussir à se mettre au service des autres. Et donc, enfin voilà, moi elle m'a toujours inspirée, et ça me fait toujours du bien quand je suis avec elle. Et voilà, et je trouve que voilà, les échanges que je peux avoir, ça m'amène toujours à de la réflexion, et ça me donne toujours envie de me dépasser et de donner le meilleur de moi-même. Donc une personne qui sait dépasser ses soucis personnels pour aussi rester au service des autres. Vous avez dit ça un petit peu, mais il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas bien Oui, en mis fait, en valeur. enfin, je trouve que ses choix de vie peuvent être inspirants, je sais pas comment expliquer. Oui. Et en même temps que ça lui correspond toujours à elle. Je ferai pas tous les mêmes choix parce que D'accord. je suis pas elle non plus, et que tout ce qui lui correspond me correspondrait pas forcément. Mais c'est vraiment sa façon de voir le monde, de l'observer, et en même temps de pas laisser les choses se faire. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas évident. Ben, je pourrais. Enfin, là, tout de suite, je sais pas pourquoi, mais je pense à ça. J'ai pu lire un livre qui parlait lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et donc, c'était une sage-femme qui a été dans les camps de concentration, et qui avait pu permettre à certaines femmes d'accoucher, et qui, en acte de rébellion, avait pu tatouer sous le bras, sous l'aisselle des bébés sans que ce soit vu par les Allemands. Le numéro de matricule de la maman, pour en espérant qu'une fois la guerre finie, ces femmes-là puissent retrouver leur bébé. D'accord. Donc j'avais pu lire ce livre-là qui est inspiré d'une histoire vraie. Et donc c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit quel courage a eu cette femme de faire ça, et en même temps Enfin, c'est, je pense, inimaginable. Ouais. Ouais, puis dans ces conditions, tout ça. C'est ça, c'est que on va découvrir ce qu'on a au fond de notre cœur réellement quand on fait face à une pression incroyable. C'est-à-dire quand on sait qu'on va prendre un risque démesuré. Voilà, une femme qui fait ça, ben, elle risque de la mort tout simplement. Ah oui. Et est-ce qu'on va prendre ce risque, mais au service des autres? On peut pas le savoir, hein. On peut tous se dire oui, moi je suis très courageux bien sûr, mais la situation arrivant, bah, ça se trouve on sera le premier à courir pour partir, voilà. Mais effectivement, ça ne nous empêche pas de nous dire bravo à ceux et celles qui ont su vraiment vivre ces moments où ils ont mis leur propre vie dans la balance, mais pour pouvoir donner un peu d'amour, un peu de vérité, un peu d'espoir aux autres. Merci. Alors, je voudrais, dans mon chemin personnel, les rêves ont eu une importance. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, depuis que je suis assez jeune,
je m'intéressais à mes rêves et je trouvais ça étonnant, cette faculté qu'on avait de rêver. Donc très vite, j'ai fait un carnet de rêves et je notais mes rêves. J'en faisais rien de spécial, mais juste je notais. Et aujourd'hui, je fais aussi parfois un chemin où j'écoute mes rêves. Alors je voulais déjà savoir si vous rêvez souvent. Je dirais que ça fait 3-4 ans où je me souviens de quasiment toutes les nuits de mes rêves. D'accord. Mais avant ça, jamais. Je me souvenais jamais de mes rêves. Je me souviens quand j'étais petite, je disais que moi je rêvais pas et je comprenais pas pourquoi il y en a qui se souvenaient de leurs rêves. Moi je dis ça m'arrive jamais. Donc même si on me disait que je rêvais, même si je m'en souvenais pas, ça me surprenait. Et oui, c'est vrai que ça fait 3-4 ans où là pour le coup, vraiment, je me souviens de tous mes rêves. Et s'il y en a un marquant, c'est ça? Alors oui, est-ce que vous avez ces dernières années ou un rêve qui vous a marqué plus particulièrement? Je dirais, c'est pas forcément un rêve, mais je peux faire des rêves un peu en boucle quand je vais être bloquée dans quelque chose. Et donc quand justement, voilà, j'occupais où voilà, j'étais dans mon stage long d'éducatrice spécialisée, donc j'étais en centre maternel. Et en même temps, encore après, j'ai pu continuer à travailler une fois diplômée en pouponnière. Je faisais des rêves en boucle soit de moi enceinte, soit d'accouchement. C'était pas toujours pareil, mais ça restait toujours au même du sujet. Et quand du coup j'ai mis fin au travail en pouponnière et que j'ai commencé à me centrer sur ok, ça me correspond pas complètement, il va falloir que je trouve réellement comment je veux accompagner les personnes, et bah du jour au lendemain ces rêves là se sont arrêtés. Et donc j'ai imaginé ça en me disant que, enfin pas imaginé, mais je pense qu'ils étaient vraiment là en boucle pour me dire soit que j'étais bloquée dans quelque chose, soit qu'il fallait que j'avance dans autre chose. Et ça m'a époustouflée de voir, voilà, à partir du moment où j'ai pris la décision, ok, stop, j'arrête ça, et puis j'arrête de rester dans quelque chose qui ne me correspond pas à 100%, de voir que hop, ça y est, c'était fini, alors que ça faisait des mois et des mois que c'était Voilà, en que c'était boucle. là. C'était un Ouais. peu comme une voix intérieure qui voulait vous dire regarde dans cette direction. Et puis. Peut-être, je ne saurais pas quoi dire, mais en tout cas, je sais qu'à partir du moment où je me suis réalignée, hop, ça s'est arrêté. C'est Et ça. c'était plus en boucle toutes les nuits à refaire un rêve similaire, quoi. Ouais, ben, ça dépend de notre sensibilité à chacun, mais en tout cas, c'est vrai que l'écoute des rêves, ça peut vraiment être quelque chose qui nous aide à prendre conscience de là où on est et de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça nous ouvre des portes aussi des fois, parce qu'on se voit dans des rêves, dans des situations qui seraient pas possibles dans la réalité parfois, mais qui peuvent justement nous suggérer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, dans votre cas, vous avez découvert vous-même ce qui que tout d'un coup, toute une phase passait à autre chose. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous nommer une œuvre qui a pu vous marquer dans votre vie? Donc, quand je dis une œuvre, ça peut être un livre, un film, une œuvre d'art, quelque chose qui pour vous a été quelque chose qui a été important. Bah, là, tout de suite, je pense au premier livre qui m'a vraiment fait pleurer, mais Oui, oui. pleurer immensément. Donc, c'était un livre de Agnès Ledig qui s'appelle Juste avant le bonheur. Et je sais que c'est un livre qui m'a marqué parce que, encore maintenant, je me revois vraiment revivre, voilà, quand on est au milieu du livre et qu'on découvre et que vraiment, et en plus, enfin voilà, ça parle d'une mère qui à un moment donné voilà, se retrouve avec son fils qui va être hospitalisé, qui est gravement malade. Et voilà, c'est un livre qui m'a fait énormément pleurer. Pour l'émotion qui vous a transmis. C'était une émotion voilà, très forte et pour autant, voilà, beaucoup de personnes peuvent dire mais mince, comment tu fais pour pleurer devant un livre ou même rigoler. J'ai aussi des auteurs qui me font beaucoup rire et moi, au contraire, j'aime beaucoup lire, ça me procure tellement d'émotions et je trouve ça génial. Merci de nous partager ça. Moi aussi, on pourrait penser que les livres, bon voilà, c'est un peu de la distraction, juste. Et je me rappelle encore quand j'avais 12 ans, je crois, où j'ai eu un livre qui m'a fait pleurer parce que j'étais tellement accroché à l'histoire et puis il y a eu un événement tellement fort. J'étais tellement choqué par ce qui se passait dans le livre que je me rappelle encore, j'étais sur mon lit, j'ai pris le livre et j'ai dit non! Et j'ai jeté le livre de l'autre côté de la salle. Et comme quoi, on peut être vraiment pris par la magie du verbe, quoi, la magie de la littérature. Et puis moi je sais que j'imagine tout ce qui se passe, donc j'imagine maman et je ressens la douleur que les personnages peuvent ressentir et c'est dur
de se détacher de cette émotion-là, parce que même si elle est que dans le livre, elle existe vraiment dans mon corps, donc, C'est ça. donc oui. Voilà. On est touché par la force de ceux qui savent bien écrire et raconter. Alors, on va passer à une deuxième partie de l'émission, et pour ça, je vais vous refaire un petit jeu de cartes. Ok. Donc, j'ai préparé des cartes ici qui sont des petites citations de sagesse, voilà, de différents auteurs. Et comme tout à l'heure, je vais vous demander de sélectionner celle qui vous parle le plus. Donc tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. Et alors, comment faire pour que on ait des meilleurs enfants, afin qu'ils, eux, s'occupent de la planète, selon vous? Après, moi je dirais que tout passe par l'éducation et par la sensibilisation à ce qui se passe autour de nous. Donc, en fait, l'éducation, c'est quelque chose de clé. Et en fait, aussi, la connaissance nous permettra aussi de faire nos choix en âme et conscience, de savoir voilà, vers quoi on veut se tourner et ce pourquoi on veut donner de notre temps, de notre énergie. Et puis en même temps, si on est limité dans nos connaissances, on loupe plein de choses et peut-être que... on peut ne pas se rendre compte de finalement... je sais pas comment expliquer. Pour se connaître soi-même, je pense qu'il faut avoir aussi une bonne connaissance de ce qui nous entoure et de si on est pour ou contre quelque chose, mais en même temps si ça vient que de ce qu'on nous dit et que c'est pas vraiment une connaissance des faits de c'est comme ça, et qu'après pour pouvoir se positionner. Il y avait une autre citation, parce que quand j'ai préparé, il y avait beaucoup de citations, et qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est que en général, on accueille forcément tout ce que l'éducation nous a transmis comme étant des vérités, et c'est comme ça. Mais il va falloir à un moment donné découvrir ce qui est vraiment vrai, et ce qui va faire du sens pour nous. Et c'est là qu'on va passer finalement de l'enfance à l'âge adulte. Mais vous allez pouvoir rencontrer des gens qui ont 50 ou 60 ans, et qui sont restés toujours dans « il faut, c'est comme ça, on m'a dit que c'était ça, donc c'est ça », et qui ne remettent pas en cause tout ce fonctionnement social qui s'impose à l'enfant. Nécessairement, l'enfant, il faut qu'on lui impose des choses, parce que c'est sa vie qui est en jeu. Donc on ne va pas lui dire qu'est-ce que tu en penses quand il a 2 mois. Voilà, on lui donne parce qu'on sait ce qui est bon pour lui. Mais progressivement, en grandissant, il va pouvoir dire jusqu'à présent, on m'a donné ça. Mais est-ce que moi, aujourd'hui, c'est toujours ce que je désire? Moi, je me rappelle qu'il m'a fallu je me rappelle encore de ce jour, à l'âge de 20 ans, où à un moment donné, je me suis dit, mais j'aime cette musique que personne n'écoute dans ma famille. Et ça a été un prise de conscience où j'ai fait un pas de libération intérieure, où je me suis dit, jusqu'à présent, j'écoutais toujours et j'aimais toujours ce que quelqu'un dans ma famille aimait. Et je ne pouvais pas aimer quelque chose de différent, parce que je me sentais, en plus j'avais 3 grands frères, donc je me sentais un petit peu à me dire, qu'est-ce qu'il dirait si moi je disais que ça j'aime bien alors qu'eux ils n'aiment pas? Ils diraient mais c'est trop nul. Et je me sentais jugé. C'était dur de pouvoir prendre position et de pouvoir dire mais en fait j'aime ça. Et je n'ai fait ce saut qu'à l'âge de 20 ans, où vraiment là j'ai dit mais j'aime cette musique, et je l'écoute, c'est tout. Mais oui, au moins le saut est fait, parce que voilà, ce qu'on peut voir aussi, c'est tout ce que l'éducation que nos parents nous ont donné, et finalement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on a tendance à reproduire les mêmes choses sur nos enfants. Et c'est là où ça va être important aussi de se dire, moi je veux pas reproduire ça pour mes enfants. Et c'est aussi, même si parfois on peut se dire, je veux pas reproduire ça, finalement on va se retrouver à le reproduire. Et donc voilà, c'est aussi pouvoir soit s'entourer, soit se permettre de ne pas reproduire ce qu'on ne veut pas reproduire, pour apporter quelque chose de meilleur aux enfants. Aux enfants, oui. Et Constance, vous abordez quelque chose de très important, à savoir comment on fait pour guérir des blessures qu'on a eues dans son enfance, dans son adolescence, dans son âge adulte, que ce soit de nos propres parents, de gens qui nous entourent, ou encore des gens en qui on a pu faire confiance. Ça peut être des professeurs, des médecins, mais qui ont trahi notre confiance et qui à un moment donné ont créé une blessure, un traumatisme. Et est-ce qu'on va se relever simplement en enfermant la blessure et puis en créant une sorte de carapace autour de soi, ou est-ce qu'on va réussir à dépasser cette blessure, à la guérir et en faire quelque chose? Alors la prochaine question, si vous voulez bien répondre à cette question, c'est de vous demander, est-ce que vous voulez bien nous partager un événement difficile, voire très difficile de votre vie, n'importe quand dans votre vie, que vous avez vécu, et puis bien sûr comment vous l'avez surmonté? Alors oui.
Pour prendre un exemple, je parlerai donc de mon papa, donc, qui a fait un AVC donc, quand moi j'étais en seconde. Donc au tout début, moi j'ai plutôt mis ma carapace, c'est-à-dire que j'en ai parlé à personne, à aucune de mes amies qui étaient au lycée avec moi. Il y avait juste une amie avec qui j'avais dû lui en parler, et du coup qui avait pu le dire à d'autres amies avec mon accord, mais elles n'étaient pas dans le lycée, donc des personnes que je voyais pas au quotidien, etc. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose au début que j'ai tu, je vivais ça de mon côté. Et, euh, et donc c'est vrai que faire le deuil finalement voilà de ce papa, on va dire de comment il était avant, c'est quelque chose que j'ai pu faire sans problème. Mais c'est vrai que là où encore j'y travaille encore, c'est que voilà maintenant mon papa a quand même eu des séquelles, on va dire plus. On va dire que maintenant il peut avoir des troubles de l'attention, que voilà, il y a des séquelles qui sont pas forcément physiques, mais plus psychologiques, et où c'est là où même moi encore, voilà, finalement, j'ai pas encore retrouvé mon papa, je suis encore souvent en conflit avec lui, parce que voilà, c'est faut faire aussi créer de nouveau ce nouveau lien, et même si voilà, le processus de deuil de ce papa que j'avais, de mon papa de quand j'étais petite a été fait, il faut encore voilà, voilà, accepter que maintenant il est différent, et donc ça, je pense que j'y suis, mais maintenant c'est voilà, recréer quelque chose d'autre, et ne pas être tout le temps à... Enfin, en fait, il faut accepter le changement. Il faut C'est accepter que ça, c'est une nouvelle personne. c'est Enfin, une ça. nouvelle personne. C'est pas une nouvelle personne, mais accepter que, voilà, qu'il est différent, et quoi, qu'il y a du changement et que les choses ont changé. Donc, c'est parfois ça qui peut être difficile à faire. Qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui vous accompagne justement dans des moments difficiles? Là, vous m'avez parlé Mm. de l'AVC de votre papa, mais dans d'autres situations difficiles, qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce qui vous aide à aller mieux personnellement? Je pense que la parole, c'est toujours quelque chose qui va faire du bien. Donc, de pouvoir en parler, que ce soit avec la personne concernée ou d'abord avec d'autres personnes. Pour un peu voilà, se libérer, voilà, en fait, mettre des mots sur ce qui peut ruminer dans la tête, je pense que ça fait beaucoup de bien. Et après, enfin, je pense que c'est tout un cheminement, que c'est long, chez moi, je dirais pas qu'il y ait des choses un peu déclic, des choses phares, mais je pense que c'est vraiment voilà, comme un thé qui infuse, il faut du temps, et puis à un moment, il est assez infusé, hop, c'est bon, c'est prêt. On pourrait croire que d'un coup, ah, en fait, là, c'est bon, mais en fait, non, c'est vraiment, voilà, le cheminement, ça peut être long, il faut le temps que le thé infuse, faut prendre son temps. Donc je pense que c'est plus ça, voilà, se laisser le temps et accepter. Enfin, en fait, c'est voilà, prendre le temps d'accepter en fait Hmm. tout ce qui se passe. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous euh, après votre mort? En fait, j'aimerais qu'on puisse dire de moi que euh, j'ai pu être une oreille attentive, mais à tout, dans le sens où que les personnes savaient qu'elles puissent me trouver et qu'il n'y aurait aucun jugement derrière et qu'elles pourraient déposer, et en même temps que je puisse leur apporter soit une réflexion, enfin, pour voilà, en échanger avec eux sans qu'ils se sentent sans se dire, enfin sans imaginer ma réponse à l'avance et dire bon ça sert à rien de toute façon elle va penser comme si, ou elle va dire, enfin je sais pas si Oui, non vraiment c'est oui voilà, de se dire que tout le monde puisse me trouver, qu'importe la réflexion, le problème, l'interrogation une grande capacité d'accueil, et d'écoute. d'écoute, de non-jugement. Voilà. Et ça, c'est ce que vous avez envie de porter, si je me Mhm. permets de le Oui. reformuler, ce que vous avez envie de porter au-delà de votre projet. Parce qu'il y a votre projet Mhm. voilà, qui est concret, qui vous permet d'ancrer ses qualités, j'imagine. Et puis, bah, il y a ensuite votre vie que vous Mhm. construisez tout autour. Et, et ça, c'est des qualités que vous pouvez porter pour toujours. Donc, je voudrais qu'on redise un dernier mot sur votre projet avant de terminer l'émission. Mhm. Euh, Votre projet, c'est d'accueillir les mamans qui le souhaitent pour un temps spécial avec leurs petits, un rituel qui a d'abord une phase d'emmaillotage, c'est ça? Mhm. Et ensuite de bain sensoriel, de douceur, et puis ensuite de massage du bébé. Mhm. J'ai bien dit les Oui, étapes? oui, et plus le temps d'échange qui va être important aussi, qui va permettre de personnaliser le bain aux besoins du bébé et à l'histoire du nouveau-né. D'accord. Donc sur le descriptif de l'émission, on remettra toutes vos coordonnées pour que les personnes intéressées, donc vous donnez ça sur la région de Caen principalement, Caen et ses alentours et les jusqu'à alentours, 20 km. voilà, autour. Les gens peuvent vous solliciter pour que vous interveniez chez eux.
C'est à Voilà, domicile. c'est ce que j'ai vu dans une de vos vidéos, c'est-à-dire que vous avez tout le matériel qui est nécessaire, vous apportez tout ça, et du coup, ben, les gens peuvent Il n'y a être... pas besoin de se prendre la tête avant, il n'y a pas besoin de se dire faut que je range ma maison avant, absolument pas. C'est vraiment, voilà, juste je viens, j'apporte tout ce qu'il faut, et voilà, c'est... Il faut absolument pas que pour les parents ce soit une charge de se dire oh là là, on a ce rendez-vous-là, absolument pas. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup, et aussi ce qui m'a frappé dans ce que vous proposez, c'est la volonté de donner confiance aux mamans. C'est vraiment quelque chose de très important. Et au papa aussi. Et au papa aussi. Donc Voilà. aux parents. Que chacun puisse avoir sa place, et qu'il n'y a pas une manière de faire, Non. mais que voilà, moi j'ai senti dans notre échange que voilà, vous vouliez vraiment vous ouvrir à la sensibilité de chacun quelque part. Oui, à l'individualité de chacun, que vraiment, en fait, faire avec ce que eux ils ont envie et ce que eux ils veulent transmettre, que je puisse voilà, les guider, les aiguiller, leur donner des outils pour qu'ils fassent comme eux ont envie de faire et pas comme ce qu'on leur dit de faire. Merci beaucoup Constance. Merci. Pour terminer cette émission, le capitaine Jonas ne serait pas le capitaine Jonas si, en plus d'aller en profondeur, il ne ferait pas une petite blague. Puisque il ne faut pas non plus être trop sérieux dans ce monde, il faut savoir aussi rire de soi, rire des autres pour pouvoir avoir un peu de légèreté quand même. Donc après la profondeur, nous allons passer à la légèreté. Oui. Et pour ça, on va faire le même système. J'ai prévu des petites blagues, Une petite blague. mais c'est vous qui allez sélectionner la blague qui vous fait le plus rire. D'accord. En espérant qu'il y en ait une qui vous fasse rire, ce qui n'est pas sûr, mais on verra bien. Bah, bien. J'entends des rires dans mes tiroirs, je suis allée voir, mes vêtements étaient pliés en deux. Voilà. Merci beaucoup Constance. De rien. Et Avec plaisir. j'espère que votre projet va vraiment se développer et que beaucoup de mamans pourront profiter de votre bienveillance. Je le souhaite de tout cœur en tout cas. Merci.